Bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire Softfield Academy. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le webinaire du Dr Ackermann. Bienvenue Dr Ackermann. Bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir. Le thème de notre webinaire va donc être la frontoplastie médicale avec notamment des microcanules. Quelques précisions sur comment va se dérouler ce webinaire. Je pense que la session va durer à peu près 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire dans la session de chat ou dans le Q&A. Mais nous répondrons à toutes les questions à la fin de la présentation du Dr Ackermann. Notez aussi que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès demain soir sur notre chaîne YouTube Softfield et sur le site internet de la Softfield Academy. Et désormais, tous nos webinaires sont accessibles avec des sous-titres. Et donc, ce webinaire sera sous-titré en anglais, en espagnol et en allemand pour tous ceux qui ne comprennent pas bien le français. Si vous arrivez à changer les slides, Dr Ackermann, à faire passer les slides. Voilà. La prochaine. Voilà, donc je vais commencer par présenter le Dr Ackermann. Je pense qu'il faudra appuyer sur la flèche. Pardon. Voilà, super. Donc, le Dr Ackermann est un médecin esthétique qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle en médecine et particulièrement en médecine d'urgence. Il a 18 années d'exercice de la médecine esthétique, incluant les injections de fillers, peeling, les lasers, les fils tenseurs, la radiofréquence et la mésothérapie. Il a aussi notamment 16 années d'expérience en injection à la microcanule. Il est diplômé de médecine, mais aussi de divers diplômes universitaires en médecine anti-âge et en technique d'injection. Le Dr Ackermann est installé en libéral à Hermont dans le 95 depuis 2006 et il exerce aussi à Paris dans le 8e depuis 2018 comme médecin esthétique. Il est aussi praticien hospitalier à l'hôpital Simone Weil à Eubonne depuis 1994. Nous allons donc pouvoir commencer la présentation du Dr Ackermann. Je vous laisse la main. Allez-y et bon webinaire. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais attendre que le slide passe. Voilà. Donc, le sujet de ce soir, nous avons décidé de traiter la frontoplastie. C'est un sujet qui n'est pas très fréquent. C'est un acte qu'on doit proposer car il est quand même assez rare qu'un patient ou qu'une patiente vienne de lui-même afin de demander à ce qu'on refasse une partie du front. Alors, si ce n'est, on en parlera bien sûr, les rides frontales avec le traitement de la toxine botulique, mais nous parlerons ce soir surtout du traitement par l'acide hyaluronique et donc de refaire un bombé du front, voire un creux. Et donc, on va essayer de traiter ça. On va voir que les canules ont toute leur place dans ce traitement puisqu'il y a pas mal d'artères. Il peut y avoir des complications vasculaires. Il y a des gens qui ont eu des rhinoplasties primaires, secondaires et qui entraînent des néovascularisations un petit peu au-dessus de la glabelle. Et donc, toutes ces zones à risque font que la canule est évidemment un traitement beaucoup plus safe. Mais nous verrons ici aussi le traitement à base d'aiguilles, technique dite de bolus. Alors, sur le plan que je vous propose de suivre ce soir, j'ai juste un petit problème, j'ai la barre qui ne veut pas partir. Je vous demande une petite seconde, j'essaie de faire partir la barre. Elle ne veut pas partir. Voilà. Donc, sur le plan, nous allons parler un petit peu de l'anatomie et du vieillissement du front. Je vous le disais, pensez que c'est un acte que nous devons proposer, car les patients ou les patientes ne viennent que très rarement spontanément nous demander un traitement volumateur du front. Évidemment, ce traitement combine, comme je vous en ai parlé, le traitement des rides et des volumes. Nous pourrons parler également d'une classification des visages, comme vous le savez, en 3 types de classification, ou bien on parle d'un tiers supérieur, d'un tiers médian, d'un tiers inférieur, et là, on est évidemment sur le tiers supérieur. On peut parler de la proface, cette face qui est au milieu ici,
Nous avons la proface, la mésoface et la téléface. Et enfin, on parlera également en fin de topo de la profiloplastie, qui est une autre façon de voir un patient ou une patiente. Donc, à titre d'analyse morphologique de visage, on fait toujours une analyse en dehors des angles et des lignes ou des nombres d'or que l'on peut tracer. Mais voilà, cette classification déjà de regarder quelqu'un sur un tiers sup, un tiers médian, un tiers inférieur, de regarder la proface, la mésoface, la téléface, et enfin, regarder les gens de profil. Attention à une petite chose, quand on demande aux gens derrière notre bureau de se mettre de profil, souvent ils tournent la tête comme ça et donc ils retentent tout un tas de tissus. Donc évidemment, il faut bien leur demander de se tourner, de se mettre de profil sur la chaise avec tout le corps qui tourne. Donc les techniques aiguë canule, on vient d'en parler. Nous allons parler des risques vasculaires, je vous les détaillerai. Les frontoplasties de femmes ou d'hommes sont un petit peu différentes. Acte à proposer évidemment dans le cadre des transgenres, de façon à féminiser un front masculin dans le cadre du transgenre homme à femme. Et enfin, comme on a parlé de différentes associations de la frontoplastie, donc avec la profiloplastie, avec les yeux creux. Nous verrons tout ça au cours des slides qui viennent. Alors, voilà. Le vieillissement du front, vous connaissez les 4 éléments, la peau, les graisses, les muscles et l'os et éventuellement les sinus. Donc la peau a tendance à s'affiner, à se relâcher, à faire des rides. Ça, on le sait tous. La graisse superficielle, elle est déjà très fine, donc c'est quand même très rare qu'on en perde, comme dans le cadre des mentons, des pommettes ou autres. Les muscles, alors on parle d'une diminution de l'épaisseur, d'une diminution de sa puissance avec l'âge, mais quoique finalement, on pourrait se dire aussi que puisqu'avec l'âge, on prend des rides, peut-être que finalement le frontalis, le muscle frontal, prend de la puissance. Donc là-dessus, je n'ai pas vraiment la réponse. Enfin, l'os et le sinus, l'os a tendance un petit peu à se raboter, mais pas beaucoup sur l'os. Par contre, les sinus ont tendance à involuer un petit peu au fil du temps. Et c'est eux qui vont donner surtout la forme du front, ainsi que la pneumatisation, donc la taille des cavités aériques des sinus. Et au départ, moi, j'ai pensé vraiment qu'on parlait de peau, de graisse de muscle. Finalement, moi, je crois que c'est surtout la forme des sinus en dessous qui donne la forme, au moins la forme primitive du front. Sur le slide suivant, j'aime bien citer mon maître, puisque quand j'ai fait le diplôme universitaire de médecine morphologique et anti-âge, le patron de Bordeaux, le professeur Philippe Kex, qui est parti aujourd'hui, nous disait à juste titre, en fait, relooker quelqu'un, c'est aussi le reloquer, c'est-à-dire reprendre tous les éléments et les recombiner ensemble. Et donc, sur un visage, sur la gauche de mon slide, donc j'ai une personne un peu plus jeune, sur la droite, une personne un petit peu plus âgée. Et on voit bien finalement que le muscle frontal, quand même, présente une hyperactivité avec ses rides, que les principes de vallée des larmes vont présenter plutôt des ptoses et des pertes de volume, et enfin qu'il y a des rides sur le visage, notamment les sillons nasogéniens, mais aussi les rides jugales. Donc, voilà, relooker un visage, c'est bien recombiner tous ces éléments, c'est le relooker. Le muscle frontalis dont je vous parlais, donc un muscle digastrique, on parle d'une diminution de sa force. Moi, je pense plutôt qu'il y a plutôt une hyperactivité au fil du temps. Et c'est aussi ce qui fait que, comme il y a un relâchement cutané, les personnes vont, en vieillissant, avoir tendance à toujours vouloir relever le frontalis parce qu'il y a tout cet élément des paupières et des yeux qui a tendance à tomber. À mon sens, il est très difficile de définir le vieillissement exactement et par très peu de mots, mais si je devais en définir un seul, je parlerais de chute, et je pense qu'un visage a tendance à chuter avec une ptose globale. Donc ce muscle est digastrique, on le voit très très bien ici sur ces deux faisceaux, avec théoriquement aucune fibre ici. On reparlera tout à l'heure peut-être très rapidement du Botox. Nous faisons tous un point central ici, qui est théoriquement une ineptie, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de fibre, mais on le fait tous parce qu'il doit y avoir certainement des petits ponts musculaires ou bien des diffusions aux parois latéraux internes de ce muscle frontalis et qui vont permettre de diminuer cette grande ride frontale qu'il y a. Enfin, sur le fait de relever la queue du sourcil, on pourra en parler si vous voulez dans la discussion. J'ai eu la chance d'être formé notamment par des gens extrêmement compétents qui ont fait plein d'études sur les points de Botox pour relever la queue de sourcil, et sachez d'emblée que la conclusion est que finalement, il n'y a aucun élément qui nous permet de prévoir comment relever la queue de sourcil, que l'on fasse des tests et que les patients se présentent comme étant des candidats éligibles
à la remontée de la queue de sourcil, en réalité, rien ne nous permet de savoir si on va vraiment réussir à remonter une queue de sourcil. C'est comme ça, mais on en reparlera plus tôt dans les discussions. La vascularisation, bien sûr, c'est un élément que j'aime bien. Certains qui me connaissent le savent. J'aime bien parler de la vascularisation. C'est cliché pour vous montrer qu'il y a des artères et des veines partout. Il y a aussi pas mal de nerfs. Et que donc, on va essayer quand même de faire attention à ne pas rentrer dans un risque vasculaire, puisque, vous le savez, nous avons des zones dangereuses. J'ai mis sur ce slide, qui est bien connu maintenant, les artères en noir, les artères en rouge. Tout ce qui est les rouges sont les artères qui dépendent du territoire de la carotide externe. Et comme vous le voyez, notre front va être vascularisé, pas innervé, vascularisé par une double vascularisation provenant de la carotide externe, de la carotide interne. Vous savez qu'il y a pas mal d'anastomoses termino-terminales d'un réseau à l'autre, et c'est ce qui explique notamment les cas de cécité s'il y avait une remontée d'un embole d'acide hyaluronique à contre-flux vers l'artère centrale de la rétine et entraîner donc ces fameux cas dramatiques de cécité, très très peu dans le monde, mais quand même, il faut s'en méfier. Donc, les artères principales qui nous concernent sont surtout quand même les deux ici que l'on voit près du coin de l'œil, qui sont la supraorbitaire et la supratrochléaire. Je trouve que sur ce schéma-là, c'est un petit peu mieux dessiné, parce que la supraorbitaire est théoriquement à peu près dans l'axe de la pupille et la supratrochléaire est plus interne. Ici, on est sur une issue de l'artère qui est profonde puisqu'elle sort de l'os. Donc, lorsqu'on va injecter, je n'ai plus de souris, voilà. Lorsqu'on va injecter ici, elle est profonde, et là, évidemment, elle est très superficielle. Et comme nous allons injecter dans cette zone-là, attention, on va être dans un plan médial. Je vous rappelle que, évidemment, on va être en sous-cutané, et que c'est la partie qu'on va injecter. On ne va pas être au contact périosté, sauf si on est à l'aiguille, en canule, mais en canule, on a bien évidemment moins de risques. Sur le slide suivant, je vous parlais de la forme du front. Nous savons que le sinus frontal a une anatomie comme elle est décrite ici, avec deux énormes cavités. Les autres sinus font partie évidemment des cavités, mais le front a surtout son bombé en fonction du sinus que nous avons, le fameux sinus frontal. Ce sinus va avoir tendance à évoluer de l'enfant à l'adulte, tous les sinus ont tendance à évoluer. Donc, un enfant a un front très peu bombé, parce que vous voyez, finalement, ça c'est jusqu'à l'âge de 4 ans. À partir de l'âge adulte, le sinus frontal reprend ses droits, il va combler à peu près un tiers du front. Et si je reviens sur le slide d'avant, et vous allez le voir sur les slides d'après, il y a beaucoup de formes de sinus différentes. Vous voyez, quand vous voyez ce sinus-là, mais celui-là, ce sont quand même deux formes très différentes, et fatalement, cela va entraîner deux formes de front très différentes. Donc, le sinus progresse au fil du temps. Ces sinus, lorsqu'on les voit avec, je vous parlais des variations, ben voilà, des variations très très nettes. Vous voyez qu'ici, on a un sinus frontal gauche qui est bien plus développé que le sinus frontal droit. Vous voyez ici qu'on a un sinus qui a tendance à s'étendre à l'extérieur, mais qui monte ici beaucoup plus qu'une normale, non normale, ou habituelle, va-t-on dire. Voilà ici une pneumatisation de sinus qui est à peu près identique, un énorme sinus. Vous voyez ici un sinus qui est très involué un sinus qui est très involué ici à gauche, et qui est quand même relativement petit à droite lorsqu'on compare à celui-là. Là, ici, il y a des variations de sinus. Ça, c'est une involution de sinus qui a été comblée, en fait, par des histoires de sinusite chronique, mais ce qui fait qu'à un moment, il va y avoir un tout petit enfoncement quand même de cette zone-là. Le développement du sinus qui fait que l'homme va être l'homo sapiens et non l'homme de Néandertal, c'est l'involution et l'évolution du sinus au fil du temps et des arcades, ainsi que du globe oculaire qui se positionne de façon différente. Finalement, il y a assez peu de différence, un peu d'os malaire un petit peu plus développé, mais assez peu de différence sur tout ce qui est les fosses nasales, les arcades dentaires et l'os malaire, mais on voit bien que c'est quand même la position orbitaire et la position des sinus qui va faire une taille de crâne tout à fait différente chez l'homme par rapport à l'homme de Néandertal. Et nous verrons que cette arcade sourcilière, c'est ce qui va définir le côté masculin plus que féminin. Alors, bien sûr, voilà, ça, c'est des développements qui n'ont rien à voir avec notre frontoplastie, mais c'était pour l'histoire de vous montrer bien sûr que un kyste du sinus frontal peut déformer totalement un front.